Voyageuses, voyageurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Nouvelle vidéo. Alors je sais ce que vous vous dites, hein. Vous dites la régularité de cette chaîne, elle est douteuse. Et vous avez raison. Vous avez raison, d'ailleurs YouTube me le rappelle régulièrement en me faisant comprendre que je suis probablement l'un des plus mauvais youtubeurs de tous les temps. Mais quoi qu'il en soit, voilà une nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année 2025, puisque ce sera la première vidéo de la chaîne en 2025, alors qu'on est déjà en février. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de l'implication. Honnêtement, alors j'ai pas fait tant de vidéos que ça dernièrement, pour une bonne raison, je vais vous dire tout de suite, mais quoi qu'il en soit, ne m'en voulez pas, je vais essayer de faire un truc sympa aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, je sens qu'on est déjà en train de vous perdre. Aujourd'hui, on va visiter le Louvre ensemble. Le musée du Louvre. Vous allez voir, ça va être sympa, ça va être, j'espère, très intéressant. Même si d'ailleurs vous n'avez pas prévu d'aller au Louvre, j'espère que ça va être intéressant. Alors que ça va être un podcast, hein. Vous le savez, je suis mauvais, je ne fais pas de montage parce que j'ai une flemme d'en faire en fait, hein, tout simplement, il faut être honnête. Et ça me prendrait trop de temps, donc je vais essayer de vous placer des petites images par-ci par-là, mais honnêtement, ne vous en faites pas, ne soyez pas scotché à votre écran, vous pouvez juste écouter ce que je raconte et puis vous endormir calmement, quoi. Parce que je pense que c'est vraiment l'utilisation de mes vidéos, c'est un petit peu pour s'endormir, donc eh bien, soit. Du coup, pourquoi j'ai pas fait tant de vidéos que ça? Et vous allez voir, c'est un rapport aussi avec la vidéo d'aujourd'hui, parce que je faisais un livre. Qui est d'ailleurs mon premier métier, hein. Je suis auteur et éditeur. Donc je faisais un livre, et je faisais un livre sur Paris qui va bientôt sortir, je vous en reparlerai. Le livre sort d'ici 15 jours à peu près, hein, donc c'est imminent. Ça s'appelle Mon guide privé de Paris, évidemment. Et donc ce sont des balades, des visites guidées que vous pouvez suivre directement dans le livre. Voilà. J'en dirai plus, je ferai une vidéo dédiée pour le présenter, mais je mettrai aussi un lien dans la description de cette vidéo, hein. Si ça vous intéresse de voir ça, ça sera disponible en ligne sur Amazon, par exemple. Voilà. Et donc, parmi les tours que vous pourrez trouver dans ce livre, il y aura évidemment des tours au Louvre. Le but étant de découvrir un peu tout plein d'endroits quand on est sur place avec un guide qui vous parle donc dans les oreilles, un peu comme on va le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, on va un peu adapter ça à YouTube pour que ce soit un petit peu plus fun, mais on va pas être sur un spectacle d'humour quand même, hein, vous attendez pas, voilà, ça va pas être truc très très drôle, quoi. Ok, présentations sont faites. Eh bien, bienvenue au Louvre, j'ai envie de dire. Oui, dernière chose, je vais mettre un sommaire évidemment, parce que là vous avez bien compris que ça va durer des plombes, donc je vais vous mettre un sommaire bien entendu, pour que vous puissiez retrouver les parties qui vous intéressent, à savoir, je pense, la Joconde. Je plaisante. Donc du coup, bienvenue au Louvre, mais on va parler de la Joconde, hein, je plaisante pas. Bienvenue au Louvre, cette visite qu'on va faire aujourd'hui, elle est parfaitement adaptée à tous ceux et toutes celles qui découvrent le Louvre pour la première fois, je dirais, ou en tout cas qui ne viennent pas souvent, hein, ou bien qui souhaitent en faire un tour relativement rapide. Alors quand vous allez voir la durée de la vidéo, vous allez me dire c'est très relatif, et vous avez raison, mais relativement rapide, ça reste un grand musée, je pense en 1h30 ça peut être fait, pour découvrir donc les grands chefs-d'œuvre, et il y en a pas mal, il a fallu faire une sélection. Avant toute chose, avant vraiment de commencer, on va parler un petit peu d'organisation, d'orientation, parce que l'orientation dans le musée du Louvre, c'est quand même tout un poème, hein. Aucun doute sur le fait que vous allez vous retrouver perdu si vous visitez le musée à un moment ou un autre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de récupérer gratuitement un plan à l'accueil, c'est très pratique, ou bien de prendre le QR code pour afficher le plan sur votre téléphone, et puis de prendre un petit instant pour vous repérer. Quand on est dedans, vraiment, c'est pas évident, même quand on connaît super bien. Je ne vais pas dire que je suis un expert du Louvre, mais bon, je connais très très bien le musée. Et honnêtement, on peut encore se paumer facilement, quoi. D'autant plus qu'ils ont changé les numéros de salle il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Au cours de cette visite, je vous donnais un peu des instructions, des directions pour aller d'un endroit à l'autre. Et c'est pensé pour suivre un cheminement logique. Mais si vous êtes vraiment sur place et que vous m'écoutez, peut-être je doute un peu, mais pourquoi pas, vous pouvez faire face à une fermeture de salle, un changement de circulation qui peut avoir lieu. Donc accrochez-vous bien à votre plan pour toujours
vous retrouver votre chemin grâce au numéro de salle, justement. Alors, après quelques heures passées dans le Louvre, vous serez sûrement incollable sur tout ce qui est Sully, Denon ou Richelieu. Donc le Louvre, faut-il le rappeler, c'est le plus grand musée du monde occidental. Il occupe 3 ailes d'un immense palais, un ancien palais royal, qui est en forme de U, grosso modo. L'aile Richelieu se trouve au nord, c'est les antiquités du Proche-Orient, art décoratif. On a aussi de l'art français, allemand, Europe du Nord et puis des sculptures. On a ensuite l'aile Sully à l'est, qui donc avec beaucoup de peintures françaises, et puis aussi tout ce qui est Égypte, Grèce antique. Et puis enfin, on a l'aile Dénon au sud, côté Seine donc, qui accueille des antiquités grecques et romaines, encore une fois, de la peinture italienne, française et espagnole, et puis des expositions d'art islamique. Voilà. Dans cette visite, nous, on va se concentrer sur les ailes Denon et Sully, où se trouvent les principales œuvres majeures, les plus connues en tout cas du Louvre, les sculptures grecques antiques, la peinture de la Renaissance italienne et les peintures néoclassiques et romantiques françaises, et puis la Joconde, bien sûr, que vous attendez tous et toutes. Notre visite va donc pouvoir commencer. On est dans la grande pyramide de verre. Je vous mettrai, je pense, des petites images, etc. quand même. Je vais essayer de ne pas faire trop le flemmard pour que vous voyez les œuvres, évidemment, et puis un peu le plan pour vous repérer. Voilà. Donc là, on est dans la grande pyramide de verre. Voilà, si vous y êtes, bienvenue. Dirigez-vous vers l'aile Dénon. Vous regardez les grands panneaux en haut. Prenez l'escalator, montez d'un étage. Et après, donc, vous montrez votre billet. Vous suivez les panneaux Antiquité grecque. Et puis, vous montez les escaliers jusqu'à la salle 170, qui s'appelle salle Grèce préclassique, avec plafond en briques qu'on peut reconnaître facilement. Notre visite peut commencer. Bienvenue dans l'Antiquité, bienvenue dans cette merveille, le Louvre. J'adore le Louvre. Voilà. Bienvenue. Donc on va commencer avec la salle 170, les statues grecques préclassiques. Ces statues que vous voyez, elles sont nobles, elles sont belles, mais elles sont rudimentaires. Dans les premières vitrines de la salle, vous trouverez ce qu'on pourrait considérer comme des poupées grecques qui datent de l'an -3000, okay, donc ça date, plus anciennes que les pyramides, et contemporaines des débuts de l'écriture. Okay. Ces poupées primitives, elles sont réduites à leurs traits de fertilité. Elles rappellent notamment un peu des amulettes voodoo. Plus loin, on a une miniature féminine qui s'appelle la Dame d'Auxerre, qui est une pièce importante, qui semble un peu incarner la stabilité. Et non loin, on a une autre figure féminine, Corée, qui ressemble à une colonne, avec à peine quelques formes. Ces statues, elles sont, comme vous pouvez le constater, droites, immobiles, les bras le long du corps, avec des muscles à peine esquissés et des visages qui sont figés comme des masques. En effet, les premiers Grecs, ils admiraient ce genre de statue, ils trouvaient ça superbe. Ils trouvaient que la stabilité était beaucoup plus séduisante que le mouvement. À la manière de leur héros légendaire, qui est Ulysse, ces peuples errants étaient fatigués des guerres et ils cherchaient surtout un endroit sûr pour se reposer, comme tout le monde. Ils aspiraient donc à la solidité et à la sécurité. Et ces œuvres, que vous voyez, elles sont empreintes de force et de robustesse, et elles leur semblaient belles, tout simplement. Voilà, c'était l'esthétique à l'époque. Avant de continuer, vous pouvez remarquer que les salles d'art islamique se trouvent sur votre droite. Elles sont magnifiquement aménagées. Jetez un coup d'œil absolument dans la cour Visconti. On peut notamment y voir la célèbre mosaïque au Phénix. Mais pour notre visite, on ne va pas en parler. On va poursuivre avec la Grèce antique. La Grèce antique de l'âge d'or, particulièrement. Donc c'est cette incroyable explosion culturelle grecque qui a changé le cours de l'histoire, qui s'est déroulée sur environ une cinquantaine d'années. Donc c'est en cours, on imagine la Grèce comme un truc super long, mais la Grèce de l'âge d'or, c'est vraiment 50 ans, un demi-siècle, à partir de -450 à Athènes, qui, encore une fois là, ne répond pas forcément à l'imaginaire populaire. Athènes, c'était vraiment un gros village, quoi. Il y avait une place centrale et puis 3 pélos, quoi. Après avoir uni la Grèce pour repousser une invasion perse, Athènes s'est reconstruite avec le Parthénon comme pièce maîtresse et centrale de la ville. Les Grecs, ils dominaient le monde antique à cette époque grâce à leur intelligence, non par la force, et leur art reflète leur amour pour la rationalité, l'ordre et l'équilibre. Pour eux, en fait, l'idéal humain, c'était polyvalent, c'était un athlète et un érudit en même temps. C'était un philosophe et quelqu'un de joueur, un petit peu, un kiffeur en même temps. C'était un charpentier qui jouait de la musique, c'était un guerrier qui faisait de la poésie. Alors, vous avez compris, dans leur art, l'équilibre entre la stabilité intemporelle et le mouvement très fugace représentait la beauté.
En fait, d'une certaine manière, hein, on est tous un peu grecs aujourd'hui. Hein. Vous le savez, hein, la démocratie, les mathématiques, le théâtre, la philosophie, la littérature et la science ont presque toutes été inventées dans la Grèce antique et presque toutes dans la Grèce antique de l'âge d'or. Hein. Une grande partie des œuvres que nous verrons au Louvre proviennent de la Grèce ou en sont directement inspirées. On va continuer, on va prendre un escalier pour monter d'un étage. Donc là, en réalité, vous allez être au rez-de-chaussée, même si vous montez. Et vous allez tout droit donc, vers la salle 345, où se trouve une pièce très célèbre, hein, la Vénus de Milo. Vous ne pouvez pas la manquer, elle est toujours entourée par beaucoup de monde, muni de smartphones, évidemment. Donc la Vénus de Milo, alias Aphrodite, elle date de la fin du 2e siècle avant notre ère. On est en salle 345, je vous le rappelle. Cette déesse de l'amour, elle a provoqué un vrai engouement lorsqu'elle a été découverte. C'était en 1820 sur une île grecque qui s'appelle Milos. Vous l'aurez deviné avec le titre Vénus de Milo. L'Europe est alors en pleine mode néoclassique et voyez dans cette statue la quintessence un peu de tout ce que représentait la Grèce antique. Les Grecs représentaient leurs dieux sous forme humaine, sous-entendant que les humains sont eux-mêmes divins, hein, reflétant ainsi donc une vision optimiste de l'humanité, vision qui s'est pas mal perdue avec le temps, hein, on va le voir. Le corps bien proportionné de cette Vénus incarne encore une fois l'équilibre et l'harmonie de l'univers grec. On pouvait tracer une ligne imaginaire, hein, du nez jusqu'au pied de la Vénus de Milo. Vous avez les deux moitiés de son corps qui s'équilibrent parfaitement. Elle repose sur son pied droit, donc ça c'est une position dans l'art qui est appelée le contrapposto ou contrepoids, tandis que sa jambe gauche, elle est légèrement relevée, mettant donc tout son corps en mouvement. Lorsque la jambe gauche monte, l'épaule droite s'abaisse, et tandis que son genou pointe dans une direction, sa tête tourne dans l'autre. Il y a toujours un opposé. Vénus est donc un parfait équilibre d'opposés. Je vous rappelle, c'est l'idéal de beauté des Grecs. Donc elle tourne doucement autour d'un axe qui est vertical de haut en bas. La pose torsadée donne à son corps une courbe en S harmonieuse qui est particulièrement visible de dos. D'ailleurs, il faut bien faire le tour, hein, de l'œuvre pour bien se rendre compte un petit peu de tous ces détails. Et que les Grecs de l'âge d'or et les générations suivantes aussi trouvaient superbe. Hein. C'était leur idéal de beauté, encore une fois. Il y a d'autres oppositions qui s'équilibrent également. Il y a la police du buste qui contraste avec... alors la police, pas la police, un pimpon, sa peau lisse, qui contraste évidemment avec la texture rugueuse de sa robe. Elle est en réalité constituée de 2 blocs de pierre différents qui sont assemblés au niveau des hanches. La jonction est très visible, hein, vous la voyez probablement. Son visage anatomiquement réaliste, certes, est également idéalisé, on s'en doute. C'est une déesse, elle est à la fois trop générique et trop parfaite. C'est pas vraiment une femme en particulier, c'est la femme qui réunit tous les traits idéaux appréciés des Grecs de l'époque où elle a été créée, donc je vous rappelle, fin du 2e siècle avant notre ère. La plupart des statues qu'on appelle statues grecques, entre guillemets, sont en réalité des copies. Les copies qui ont été faites par les plus grands copieurs de tous les temps, qui sont les Romains. Les Romains adoraient les Grecs, et l'art grec y copiait en fait beaucoup. Donc beaucoup de ce qu'on appelle grec est romain. Mais celle-ci, la Vénus de Milo, c'est une pièce assez rare, hein, originale de la Grèce. Pourtant, cette incarnation de l'âge d'or a été sculptée 3 siècles quasiment après cet âge d'or dans un style volontairement rétro. C'était déjà une œuvre nostalgique. Alors, on peut se demander où sont les bras et qu'est-ce que faisaient les bras de la Vénus de Milo. Certains pensent que son bras droit tenait sa robe, tandis que le gauche était levé. Il y en a d'autres qui peuvent suggérer qu'elle enlaçait une autre statue, peut-être masculine, ou qu'elle s'appuyait sur une colonne. En tout cas, si elle existait aujourd'hui, certainement qu'elle prendrait un selfie, comme tout le monde autour de vous, vous l'aurez remarqué. Donc faites bien le tour de la Vénus, encore une fois, cette statue elle est fascinante et différente sous chaque angle. Gardez en mémoire cette vue de dos, hein, cette courbe en S, on va la retrouver bien plus tard. Et vous pouvez maintenant suivre le regard de la Vénus de Milo et explorer la longue galerie qui se trouve devant elle, qui s'appelle la galerie des statues. Donc les statues grecques, elles célèbrent la beauté du corps humain dans toute sa splendeur. L'anatomie, elle est précise et les poses sont détendues et naturelles. Vers le 5e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ, les sculpteurs grecs ont appris à représenter des corps en mouvement et à les envisager sous différents angles, et pas seulement de face, ce qui se faisait plus ou moins jusqu'alors. Enfin, il ne se faisait pas grand-chose jusqu'alors, mais on s'est dit, tiens, on va faire plusieurs angles, ça va être cool. Le maître incontesté de cet art, ça a été Praxitèle.
qui n'est pas vraiment resté dans la postérité, mais dont les statues réalistes ont marqué les générations suivantes. Il a notamment été l'inventeur, entre guillemets, de la célèbre pose du contrapposto, avec donc le poids du corps qui repose sur une jambe, qui incarne un équilibre subtil entre stabilité intemporelle et mouvement fugace, comme on l'a dit. Cette posture plus réaliste possède également une beauté intrinsèque. Lorsque la statue est vêtue, les vêtements, entre guillemets, les drapés tombent naturellement en épousant les courbes du corps. Et les plis délicats deviennent eux-mêmes une forme d'art. Je vous rappelle que tout ça est sculpté. C'est pas du textile, hein. Donc il y a quand même quelque chose de très artistique, on y reviendra. Dans cette galerie, vous découvrirez d'autres statues qui représentent des dieux, des satyres, des soldats, des athlètes, et puis des personnes même ordinaires, hein, dans des scènes du quotidien. Pour les Athéniens d'Athènes, donc la déesse la plus vénérée, c'était leur protectrice, Athéna. Évidemment, elle porte le même nom. Elle est généralement représentée en guerrière avec un casque et une lance, bien que dans la plupart de ces statues, la lance, elle n'existe plus, elle est trop fragile, probablement à ne pas traverser le temps, et elle est prête à défendre la cité d'Athènes. On en a une très imposante, statue d'Athéna, qui se trouve à l'extrémité de la salle, qui fait face à la déesse de l'amour, la Vénus de Milo. Mais quelle que soit la statue, les artistes de l'âge d'or cherchaient à atteindre le parfait équilibre entre des humains ancrés dans la réalité, avec leurs défauts et leurs singularités, et puis la perfection idéalisée des dieux grecs. Revenez donc un peu sur vos pas, retournez vers la Vénus, et derrière la Vénus de Milo, vous avez la salle de Diane qui porte le numéro 347. Quand vous êtes face à la Vénus, la salle, elle est sur votre droite. Vous trouverez deux panneaux dans cette salle, deux panneaux sculptés qui sont l'un et l'autre à l'opposé sur des murs. Ces panneaux, ce sont les frises du Parthénon ou les plaques dites des ergastines qui datent du milieu du 5e siècle avant notre ère. Je vous le rappelle, on est dans la salle 347. Donc ces fragments de pierre, qui vous semblent un peu petits, ornaient autrefois l'extérieur du plus grand temple d'Athènes, le Parthénon, évidemment. Vous avez un petit modèle réduit hein, pour vous rendre compte un petit peu de là où c'était et de comment c'était. Ça a été construit à l'apogée de l'âge d'or grec. Le temple du Parthénon glorifiait la protectrice divine de la ville, Athéna, que vous venez de voir, ainsi que la supériorité des Athéniens, alors particulièrement fiers d'avoir écrasé leurs rivaux de toujours, les Perses. Le modèle réduit du Parthénon montre où ces panneaux étaient placés. Celui représentant un centaure était situé au-dessus de l'entrée principale, tandis que le panneau avec les jeunes femmes en procession se trouvait sous la colonne couverte au-dessus de la porte. Donc le panneau situé à droite de la salle montre un centaure, donc quelqu'un qui est mi-homme, mi-cheval, bon, harcelant une femme. Parce que oui, les centaures, ils sont pas cool. En fait, ce panneau, d'ailleurs, il illustre l'histoire de ces créatures qui étaient grossières, hein, qui avaient interrompu une fête donnée par des humains. Attention, on a beau être des créatures un peu magiques, les humains sont importants. Ces derniers, ils s'étaient défendus et avaient donc expulsé les intrus, les centaures. C'est une allégorie évidemment, comme Athènes a repoussé les envahisseurs perses. L'œuvre ici a presque une portée didactique, hein, c'est pour enseigner un message à tous les Athéniens de l'époque. C'est en effet une façon de faire comprendre au peuple grec que les Perses sont de grossiers personnages, tout simplement, qui interrompent les fêtes. Donc ça, c'est pas cool. L'autre panneau, il représente la procession sacrée de jeunes femmes qui montent sur la colline du temple tous les 4 ans pour faire quoi? Pour offrir un vêtement brodé qui s'appelle le péplos à la colossale statue d'Athéna, qui est un peu comme celle que vous venez de voir avant dans l'autre salle, mais qui là était en bois d'olivier, elle était haute de 12 mètres. Bien que donc ces figures soient toutes presque dépourvues de tête, comme vous pouvez le constater, elles témoignent quand même de l'extraordinaire savoir-faire grec en matière de sculpture à l'époque. Elles ont été sculptées dans seulement quelques centimètres de pierre, et pourtant le réalisme est quand même remarquable. Il est bien supérieur d'ailleurs à celui des œuvres de la période préclassique. Les jeunes femmes, elles glissent horizontalement, leurs ceintures et leurs épaules sont alignées, tandis que les plis verticaux de leurs robes, les plis verticaux de leurs robes, tombent naturellement. L'homme qui est au centre, il est détendu. On a l'impression, voilà, il est à la cool, il est réaliste, il est représenté en contrapposto. Ouais, il a une jambe qui porte le poids du corps. On peut observer les veines sur son bras, des détails vraiment minimes, quoi, mais super bien faits. Les robes plissées des jeunes femmes les rendent aussi stables que des colonnes,
mais leurs bras et les jambes se déplacent avec beaucoup de naturel, et les formes humaines émergent du coup de la pierre de façon gracieuse. C'est vraiment un chef-d'œuvre. À l'origine, on estime que cette fresque devait être immense. Ça n'a pas l'air là, mais elle faisait probablement près de, accrochez-vous bien, 160 mètres de long, et il y avait probablement au moins 350 personnages sur la fresque. Il faut savoir aussi que tout était coloré. Le fond était entièrement bleu et les cheveux et les vêtements de tous ces personnages étaient dorés. Voilà. Alors ça, c'est un truc qui va... que finalement, on a du mal à le réaliser aujourd'hui parce qu'on voit beaucoup de statues blanches, on voit beaucoup d'églises grises, mais toutes ces œuvres un petit peu anciennes, alors évidemment les statues grecques sont beaucoup plus anciennes que les églises et cathédrales, mais tout ça c'était en couleur, c'était très coloré, c'était même un peu pétant parfois. Et avec le temps, ça s'est perdu. Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à penser que l'œuvre classique est blanche ou grise, mais ce n'est pas le cas. Ok, on continue notre visite, on va maintenant aller dans la salle 408, qui est juste après, puis on va prendre à gauche. On est là dans l'appartement d'été d'Anne d'Autriche. C'est plutôt pas mal, hein, n'est-ce pas? Si vous êtes dedans, je pense que vous en conviendrez. Vous pourrez découvrir les salles suivantes qui contiennent les antiquités romaines. Et puis vous dirigez au centre, dans une grande cour, qui est la salle 419. Je vais boire un petit coup. Et là, on passe aux antiquités romaines. Donc, salle 419, antiquités romaines. Vous pouvez vous promener parmi les bustes des empereurs romains et essayer un peu de percevoir la personnalité derrière l'image publique. C'était un peu le rôle de ces bustes, même si évidemment c'était de la propagande. Parmi les nombreux visages, dont bien sûr Julio, hein, Jules César, qui cela dit n'a jamais été empereur romain, fut-il le préciser, eh bien vous pourrez reconnaître Octave, son fils adoptif, ou plutôt Auguste, hein, qui a été le premier empereur sous ce nom, premier empereur romain, et puis sa rusée épouse Livie. On a aussi le fils d'Octave, donc Tibère, qui est le contemporain d'un certain Jésus. On va aussi croiser Caligula, qui est tristement célèbre pour être quelqu'un qui a été plutôt dépravé, hein. On a Domitien, avec ses cheveux bouclés, qui assassina son mari. Oui, il y a eu des rebondissements hein, dans la Rome antique, ça c'est clair. On a Adrien, qui est ce barbu un peu célèbre pour son mur aux confins d'un empire tout simplement immense qui allait quasiment du nord de l'Écosse jusqu'à l'Irak. Et puis on a aussi Trajan, sous le règne duquel l'empire a atteint son apogée. Hein, c'était la Pax Romana à son apogée. Et puis Marc Aurèle, bien célèbre, philosophe stoïque qui gouverna lors du début, on va dire, du lent déclin de l'Empire de Rome et qu'on connaît aussi parce qu'il a joué dans Gladiator. Voilà. Les Romains étaient des gens pragmatiques dont la civilisation a duré quasiment un millénaire, ce qui est long. Ils ont été d'excellents conquérants, on le sait, mais ils étaient des artistes médiocres et en plus copieurs, les vilains. Cependant, ils se sont distingués quand même par leurs portraits réalistes, en particulier donc les bustes des empereurs que vous voyez là, considérés comme des dieux vivants. Les empereurs, c'était pas le Pékin de base, c'était un dieu vivant. Heureusement pour nous, les Romains avaient aussi un immense appétit, on l'a dit, pour les statues grecques, et ils en produisaient d'innombrables copies. C'est-à-dire que justement, un petit peu le citoyen lambda avait probablement une statue chez lui, quoi. Une petite statue comme on a, nous, une petite déco. Donc il y en a eu des tonnes et des tonnes. Ils ont adapté le style grec un petit peu quand même, à leur propre goût, ajoutant notamment une touche de sophistication à leur maison, à leur temple, leurs thermes ou leurs bâtiments administratifs pour faire donc de la déco. Voilà. Ils avaient un goût de chiottes, donc ils se sont dit qu'est-ce qui était le plus joli avant, et ben on va prendre ça, c'était les statues grecques. Il n'y avait pas eu beaucoup d'antécédents. Je vous rappelle que l'Empire romain, il démarre bon an, mal an, vers moins 500, moins 400. Donc à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup d'inspiration, quoi. Il n'y a pas Instagram encore. Du coup, en explorant donc, ces salles, on va pouvoir découvrir également plusieurs sarcophages impressionnants. Et en contournant la vaste cour, hein, la fameuse salle 419, on va admirer un superbe sol en mosaïque et de magnifiques mosaïques murales aussi qui proviennent d'une ancienne cité romaine qui s'appelle Antioche. Vous pouvez maintenant passer dans la salle 418 qui est juste à côté
Et vous allez y trouver le sarcophage des époux, œuvre étrusque. Si le sarcophage n'est pas dans cette salle, je vous le signale, il peut parfois se trouver à l'étage, en salle 663. Mais faisons comme s'il était là, en salle 418. Donc le sarcophage des époux. Autre chef-d'œuvre du Louvre, pas forcément très connu, il a été découvert en 1845 lors de fouilles dans une nécropole étrusque, puisque donc c'est une pièce d'art étrusque, nécropole de Cerveteri, et donc ce sarcophage il témoigne de la maîtrise des Étrusques dans le travail de la terre cuite. Il date probablement du 7e ou 6e siècle avant notre ère et il illustre l'apogée de cette civilisation pionnière en Italie centrale, pas si connue que ça, et qui précède les Romains. Conçu en terre cuite, donc modelé et peint avant la cuisson, ce sarcophage que vous voyez, c'est en réalité une urne. Une urne funéraire, hein, tout simplement. C'est pas très joyeux, mais voilà. Et il est composé de 4 parties afin de faciliter sa réalisation et sa manipulation. Si vous regardez bien, vous pourrez voir les délimitations. Les Étrusques, ils ne disposaient pas de carrière de pierre au niveau de Cerveteri, donc ils ont utilisé ce qu'ils avaient sous la main, qui était de la terre argileuse. Et les couleurs ont été bien conservées. Vous voyez, hein, c'est remarquable. Vous pensez à Notre-Dame de Paris, il n'y a plus une pète de couleurs. Regardez ça, il y a encore plein de couleurs. Et ça suit les codes de l'Antiquité. À savoir qu'à l'Antiquité, alors vous allez voir, c'est un peu chelou, mais on estimait que l'homme avait la peau rouge, la femme la peau jaune, et donc on mettait souvent des yeux d'une couleur un petit peu étonnante. On avait aussi des détails minutieux dans les parures et les tissus. Les époux, ils sont représentés à demi allongés sur un lit. Ça évoque un banquet funéraire. C'est une coutume qui est influencée par la Grèce, puisque eux aussi, les Étrusques, étaient influencés par les Grecs. Contrairement aux Grecs, cependant, les femmes étrusques participaient au banquet aux côtés de leur mari, témoignant ainsi de leur statut important dans cette société étrusque. L'épouse tenait probablement un vase à parfum et elle en versait une goutte dans la paume de la main de son mari. On ne voit plus ça sur la sculpture que vous voyez là, mais c'était probablement le cas. C'était un élément du rituel funéraire assez classique pour les Étrusques. Les Étrusques pensaient que la vie se prolongeait d'une certaine façon différente, mais quand même après la mort, un peu comme les Égyptiens finalement. Et leurs tombeaux ressemblaient à des maisons dans lesquelles on plaçait donc des objets du quotidien, ainsi que les portraits des défunts, et pour certains donc ce type de sarcophage. Les visages et les mains finement travaillés contrastent avec les jambes, qui sont un peu plus standards, comme vous le remarquez, qui est une caractéristique typique de l'art étrusque. Les sourires sont énigmatiques, les yeux sont en amande, et les coiffures détaillées révèlent une influence toute grecque, pas de doute, tout en conservant une identité quand même artistique propre. Les Étrusques, civilisation majeure d'Italie entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, ont laissé des tombes richement décorées qui offrent donc un aperçu de leur mode de vie. C'est comme ça qu'on les connaît le mieux. Hein. Et après leur intégration dans l'Empire romain, leur culture, elle s'est rapidement fondue dans celle des Romains, justement. Donc on perd un peu leurs traces. Ce sarcophage, il est le symbole de l'union éternelle des défunts. Il mêle la sophistication technique et l'intensité émotionnelle. Il a beaucoup de succès. Au XIXe siècle, c'est une pièce qui a eu beaucoup de succès, hein, qui reflète notamment l'intérêt croissant pour l'art étrusque et la redécouverte des civilisations antiques à l'époque. On va continuer vers quelque chose de beaucoup plus ancien, vers la victoire de Samothrace, que tout le monde connaît, j'imagine. Sortez donc de cette salle tout de suite et vous arrivez au pied d'un escalier qui s'appelle l'escalier Daru, ou Daru, et qui mène au premier étage où trône donc cette spectaculaire et célèbre statue datant de l'an 1900 avant notre ère. Je vais reboire un petit coup. Je sens que ça va être long. Hein. On n'est pas arrivé. Hein. J'espère que ça vous plaît. Surtout quand je passe 2 minutes à boire. La victoire de Samothrace, les amis. Eh oui, salle 703, au cas où vous vouliez vous repérer sur le plan. Donc cette femme, elle est très connue, posée à la proue d'un navire. Elle se dressait autrefois au sommet d'une colline sur une île qui porte son nom, hein, île de Samos, pour célébrer une victoire navale. Ses vêtements, regardez, ils sont balayés par le vent. Imaginez une tempête, hein, du vent. Ils sont éclaboussés par les embruns. Et ils épousent son corps avec une précision qui est vraiment saisissante. Admirez bien les détails des plis autour du nombril, par exemple, et descendant jusqu'à ses hanches. C'est incroyable. Je vous rappelle que c'est du marbre, hein, donc c'est extrêmement dur à tailler.
À l'origine, son bras droit était levé tout en haut, hein. Il saluait la victoire, hein, puisque c'est pour célébrer une victoire navale, je vous le rappelle. Il saluait donc la victoire comme un sportif un peu qui vient de marquer un but, hein, qui brandit son doigt en signe de triomphe. Ouais. Cette œuvre, c'est l'incarnation hellénistique de la Vénus de Milo. Donc c'est ni plus ni moins en fait qu'une version un peu plus nouvelle de cette Vénus de Milo, voilà, plus moderne entre guillemets. Donc quand on dit hellénistique, on pense particulièrement à toute l'époque d'Alexandre le Grand. Donc c'était à une époque justement où la culture d'Athènes s'était étendue à tout le bassin méditerranéen, sous l'influence du coup d'Alexandre le Grand. On est vers l'an moins 325. Tandis que donc la victoire avance d'un pas assuré, le vent repousse ses ailes et son vêtement en arrière. Ses pieds sont fermement ancrés au sol et il contraste donc avec l'élan de ses ailes et de ses bras disparus qui sont tendus vers le ciel comme en signe de victoire. Elle incarne une force verticale puissante, tandis que ses vêtements tourbillonnent et ajoutent du coup du dynamisme et de la légèreté, transformant un bloc de pierre qui fait 2 tonnes, les amis, en cette œuvre aérienne où on a l'impression qu'elle va s'envoler. Les Grecs de l'âge d'or, ils auraient probablement jugé que cette statue, elle était dégueulasse, en tout cas disgracieuse. Son énergie tourbillonnante, un petit peu folle, est bien loin des jeunes femmes gracieuses qu'on a vues un peu plus tôt du Parthénon, et puis de la beauté éthérée de la Vénus, hein, qui semble un peu comme ça flotter. Sa pose, elle est déséquilibrée, c'est un peu un truc inachevé, elle laisse une impression de suspension. Mais les Grecs de l'époque hellénistique d'Alexandre le Grand, ils appréciaient ces scènes dramatiques qui mettaient en lumière des êtres humains en pleine lutte pour laisser leur empreinte. À l'époque, n'est pas du tout la même. Dans la vitrine qui est tout proche, qui est sur la gauche, hein, quand vous faites face à la victoire, vous avez sa main, parce que voilà, on a retrouvé sa main avec son doigt tendu en signe de victoire. Et donc cette main elle a été découverte en 1950, presque un siècle après la statue elle-même. Lorsqu'on a appris que la main se trouvait en Turquie, la France a entamé des négociations avec le gouvernement turc pour en obtenir les droits et pouvoir le rapatrier. Et malgré les nombreux trésors antiques que la France avait déjà pillés en Turquie, et je peux vous dire que ça représente pas mal de trucs, les Turcs ont estimé quand même approprié de littéralement tendre la main aux Français et de leur donner la pièce. Donc beau geste, voilà. Et vous pouvez voir ça donc, dans cette petite... ce présentoir, voilà, juste à gauche de la victoire. Entrez maintenant dans la salle octogonale qui est à gauche, juste devant la main, en faisant face à la victoire de Samothrace. Trouvez une fenêtre de libre et regardez dehors en direction de la pyramide. On va parler un tout petit peu du Louvre en tant que monument, en tant que palais. Évidemment, le Louvre, c'est pas juste ce musée. Ça a été un palais royal, ça a été une forteresse. C'est le monument majeur et central de Paris, honnêtement. C'est difficile de contester ça. Là où vous êtes, c'est un super spot photo aussi, hein. Vous allez faire une très belle photo, sauf si vous êtes un photographe nul. Je viens de boire encore. Voilà, c'est pour ça que ça s'est arrêté comme ça. Le Louvre, c'est donc un ancien palais royal. Le Louvre a été construit par étapes pendant 8 siècles. C'était une forteresse médiévale à l'époque. Elle se trouve aujourd'hui derrière vous, vers la droite, lorsque vous regardez la pyramide. Hein. Ça correspond aujourd'hui à tout ce qui est derrière l'aile Sully. Plus tard, on a eu le palais des Tuileries qui a été édifié à environ 500 mètres, donc vers la gauche, dans un espace qui est désormais ouvert au-delà de la pyramide et de l'Arc de Triomphe, et qui a été brûlé, hein, le palais des Tuileries. Chaque roi successif a tenté, au fil des siècles, de relier les deux palais, ajoutant progressivement des sections aux ailes nord et sud. Et enfin, en 1852, après 3 siècles de travaux, les deux édifices ont été connectés par Napoléon III, formant donc un Louvre immense et rectangulaire. Peu de temps après, le palais des Tuileries a donc été incendié lors d'une émeute, la Commune, en 1871, laissant le Louvre en forme de U, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors c'est un monsieur qui s'appelait Boudin qui a mis le feu au palais des Tuileries. C'est toujours une anecdote que j'aime bien. Voilà, monsieur Boudin. Il a fait du boudin là quand même. La pyramide de verre a été conçue par l'architecte I.M. Pei, architecte chinois, sino-américain qu'on dit, I.M. Pei. Et beaucoup de Parisiens ont initialement détesté cette pyramide évidemment, puisque les Parisiens détestent beaucoup de choses, tout comme ils avaient d'ailleurs rejeté un siècle plus tôt la Tour Eiffel. Et oui, une autre structure moderne et controversée en son temps. Alors c'est un fait, hein,
les Parisiens aiment bien râler. Donc voilà. Alors, on va continuer, vous inquiétez pas. J'ai juste une petite manip. Tac, dans la salle octogonale, vous pouvez chercher une petite plaque à la base du dôme. Il y a une inscription qui indique le musée du Louvre, fondé le 16 septembre 1792. Le musée il a été créé par l'Assemblée nationale révolutionnaire française, les mêmes personnes qui ont instauré la guillotine. Donc ils aimaient bien l'art, mais ils aimaient bien couper des têtes aussi. En fait, c'est une logique qui est implacable. On décapite le roi, on hérite de son palais et de sa collection d'art, et puis on ouvre les portes au public. Et voilà, tadam, vous avez le premier musée public d'Europe. Alors pas tout à fait le premier en fait, car l'idée elle n'est pas vraiment révolutionnaire si on peut dire. Louis XV et Louis XVI avaient déjà commencé à faire du Louvre un musée, et avant eux, Louis XIV est le premier à organiser des visites ouvertes des collections d'œuvres de la monarchie. Alors lui, il n'ouvre pas le Louvre, Louis XIV, il va résider à Versailles, il quitte vraiment le Louvre et le Palais Royal, mais il ne rend pas le Louvre public du tout. Louis XIV, c'était pas son genre. Mais il fait quelques petites visites de collections d'œuvres, Louis XIV, la petite noblesse, qui était généralement exclue des lieux où sont exposées les œuvres, peut alors y avoir accès. C'est une révolution, parce qu'à l'époque, l'art, c'est vraiment réservé uniquement aux puissants et aux très riches, et pour être plus précis, ceux qui sont les deux à la fois, bien souvent. Ok, depuis cette salle octogonale, vous entrez maintenant dans la galerie d'Apollon, qui est juste devant vous. Bienvenue dans la salle 705, la galerie d'Apollon. Donc, cette galerie, elle nous plonge dans l'atmosphère du Louvre en tant que résidence somptueuse des rois de France avant Versailles. Vous pouvez imaginer un bal aux chandelles ici, dans cette pièce, regardez, ornée de stucs et de feuilles d'or avec des tapisseries qui représentent les figures marquantes de la France et des peintures sur le thème mythologique et symbolique. Les vases en cristal, les tables incrustées de marbre et de pierres semi-précieuses. Et puis il y a aussi de nombreux autres objets d'art qui témoignent de la richesse de la France à cette époque, première puissance européenne pendant 2 siècles, première puissance mondiale en réalité. Les portraits sur les murs représentent les grands rois de France. Vous les connaissez évidemment. Il y a Henri IV, premier roi des Bourbons, qu'on a fait venir de Navarre et qui a fait construire le Pont-Neuf et la place des Vosges. Et puis il y a Sa Majesté Louis XIV, le roi Soleil, voilà. Donc probablement le plus grand roi de France, quoi qu'on en dise. Et François Ier, qui a eu la bonne idée d'inviter Leonardo de Vinci en France, et avec lui du coup toute la Renaissance italienne. Vous pouvez avancer le long des vitrines, elles contiennent la vaisselle royale jusqu'au fond de la galerie, qui était donc utilisée dans cette très belle salle, galerie d'Apollon. Dans une vitrine se trouvent aussi normalement les joyaux de la couronne française. L'exposition, elle peut varier, mais vous pourrez certainement avoir une vue sur les pierres précieuses de Louis XV ou la plus sobre couronne de Charlemagne, qui sont les seuls à avoir échappé à la destruction lors de la Révolution. Ainsi que, c'est ce qui fait souvent un petit attroupement, un célèbre diamant qui s'appelle le Régent, qui fait 140 carats et qui a orné à une époque les couronnes de Louis XV, Louis XVI et Napoléon. Alors autant vous dire qu'un diamant de 140 carats, ça vaut une blinde absolue. Ok, enfin ne tentez pas de le piquer quand même. Ok, on va passer maintenant à un peu de peinture. On va entrer d'abord dans le monde médiéval rapidement et puis on va passer à la Renaissance. Sortez donc de la galerie d'Apollon tout au fond à droite et vous entrez dans une grande salle, la salle 708. Vous pouvez y chercher le tableau de Cimabue qu'on va regarder. Il peut se trouver parfois sur la droite. Donc on va un peu regarder ce tableau qui s'appelle La Vierge et l'enfant en majesté entouré de 6 anges et qui est donc l'œuvre de Cimabue. Pendant l'âge de la foi, pendant les années 1200, presque chaque église d'Europe possédait une peinture comme celle que vous voyez ici. Marie, c'était une figure de culte adorée et priée pour avoir évidemment donné naissance à l'enfant Jésus. Et après l'effondrement de l'Empire romain vers l'an 500, grosso modo, donc à Paris ça commence plus tôt, on va dire vers l'an 350, mais l'Europe médiévale à ce moment-là, c'est un endroit quand même, il faut le dire, pauvre et violent. Voilà, c'est pas super, ça fait pas rêver. Et l'église chrétienne, c'était un peu la seule constante, le seul espoir dans ces temps troublés. On avait des vies de merde, quoi. Donc l'église nous promettait quelque chose. Les retables suivaient donc une formule stricte. C'était des visages iconiques et austères, des poses rigides, des plis élégants dans les robes, et puis des anges génériques, qui sont toujours les mêmes. On ignore complètement les lois de la perspective, ça ne nous a pas échappé. Les anges qui sont à l'arrière du trône de Marie sont de la même taille que ceux qui se trouvent devant.
Voilà, donc ils sont plus grands logiquement, mais en fait non, c'est juste qu'il n'y a aucune perspective. Ces figures sacrées sont plaquées sur un fond doré, parce que voilà, faut que ça rayonne, semblables à des silhouettes en carton, et elles existent dans un monde qui est complètement doré et intemporel. On est incapable de dire où on est, ni quand, ni comment. On imagine que les fidèles ne pouvaient pas concevoir tous ces personnages qui sont représentés ici, à commencer par Marie, comme des vrais humains de chair et de sang qui vivaient sur la terre, qui était alors, je vous le rappelle, sombre et pécheresse. C'est un exemple quand même assez rare, ce tableau de Cimabue, parce qu'il est signé, et c'est une époque où on signe très peu. Les œuvres religieuses jusqu'à la Renaissance n'ont quasiment pas d'auteur. On ne sait quasiment pas qui a fait toutes les œuvres et les statues qu'on va voir sur les portails, par exemple, des grandes cathédrales européennes. Juste à côté, normalement, vous avez un autre tableau d'un autre gars super sympa, enfin, j'en sais rien, mais qui en tout cas était très connu, c'est Giotto, évidemment. Et c'est son tableau Saint-François d'Assise recevant les stigmates, je vous invite à le regarder. François d'Assise, il vit au début des années 1200, souvenez-vous, l'âge de la foi. C'est un moine itinérant, italien, qui est connu pour sa grande bonté. Voilà, François d'Assise, c'est un mec cool, c'est un mec bien. Il est ici agenouillé sur une colline rocheuse italienne, il médite sur la souffrance de la passion du Christ. Et puis soudain, il lève les yeux et, tadam, surprise, il voit Jésus lui-même, avec 6 ailes, pourquoi pas, qui planent au-dessus de lui. Donc le Christ lui projette des rayons lumineux, un peu à la Avengers, depuis ses propres blessures, vers ses mains, ses pieds, et le flanc du moine, François, qui est compatissant évidemment, et qui marque donc François des stigmates, d'où le titre du tableau. François insuffla, entre guillemets, l'esprit de la Renaissance dans l'Europe médiévale. Son amour humble pour l'humanité et sa bonne nature inspira des artistes comme Giotto, qui est le maître incontesté de l'art de la fresque, mais qui a donc aussi peint ce tableau, à représenter des êtres humains réels avec de véritables émotions qui vivent dans un monde physique, empreint de beauté. Donc là, on commence un peu à changer de registre. Tel un bon réalisateur, Giotto ne se contente pas de raconter ce qui s'est passé. Il nous le montre au présent, en figeant la scène dans son moment le plus dramatique. Bien que la perspective soit douteuse, rudimentaire, on va dire, la hutte de François, vous pouvez voir, elle est bien plus petite que lui, donc on se demande un peu comment il dort là-dedans. Eh bien, le Christ tire aussi sur François tout en faisant face. Donc là, on a un petit peu on ne sait plus où donner de la tête. Giotto parvient quand même à créer une illusion de profondeur, avec un premier plan, François, un plan intermédiaire, la hutte, et puis un arrière-plan, la colline. Peindre un monde en 3 dimensions sur une surface plane, c'était un véritable défi. À cette époque, il faut comprendre, comprenez-le, messieurs, dames, qu'après un millénaire quasiment de Moyen-Âge, les artistes, ils sont plus aussi efficaces qu'avant, quoi. Donc, ils ont un peu perdu la main. Donc, faire de la 3D sur une feuille en 2D, pas évident. C'est pour ça que Giotto est aussi connu, d'ailleurs. Dans la prédelle, donc la prédelle, c'est quoi? C'est le panneau de peinture qui est situé sous un retable dans une église. On a des oiseaux qui se rassemblent au pied de François pour l'écouter parler de Dieu. Giotto capture les retardataires en plein vol, une prouesse technique qui est étonnante pour un artiste qui travaille quand même près d'un siècle avant la Renaissance, qui va donc mettre en avant ses idées de mouvement, etc. Le simple geste du compagnon de François en dit long sur son émerveillement. D'ailleurs, regardez-le. Brisant le moule rigide et iconique des saints, François se penche à la taille pour dialoguer avec ses petits compagnons à plumes. La diversité des oiseaux, vous pouvez le remarquer, il y en a des rouges, il y en a des jaunes, des noirs et des blancs, symbolise la valeur égale de toute l'humanité aux yeux de Dieu. Et pendant ce temps, l'arbre, remarquez-le, il s'incline symétriquement pour capter quelques paroles du bien-aimé Saint François d'Assise. Voilà. On est maintenant devant une immense galerie qui s'appelle la Grande Galerie, parce que pourquoi faire compliqué, qui est la salle 710 et où sont exposées la peinture de la Renaissance italienne. Pause boisson. Renaissance italienne, les amis. Renaissance, quoi. Mais renaissance de quoi, d'ailleurs? Mais on va le voir, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, là, ou quoi, bordel?
La Renaissance, on parle de Renaissance tout le temps. La Renaissance italienne, à peu près 1400 à 1600, elle prend place donc dans cette grande galerie et c'est justifié puisque la grande galerie a été construite à la fin des années 1500 pour justement relier l'ancien palais du Louvre au palais des Tuileries, qui se trouvait tout au bout. Et elle abrite du coup une grande partie des œuvres de la Renaissance au Louvre. Depuis l'entrée de la grande galerie, vous pouvez regarder jusqu'à l'extrémité opposée et vous voyez, ça fait de la place. Et vous pouvez éventuellement rêvasser, qu'est-ce que vous feriez d'autant de place? Si vous n'avez pas d'idée, eh bien rassurez-vous, les rois de France en avaient pour vous. Henri IV, par exemple, y a fait courir un dromadaire qui lui avait été offert et il y promenait aussi un renard qu'il avait pour le coup offert à son fils Louis XIII, qui probablement aimait beaucoup les renards, ou je ne sais pas. Donc voilà, il baladait son petit renard et il faisait courir son dromadaire. C'est des idées à la con, hein, mais voilà, si vous n'avez pas d'idée, demandez à Henri IV. Parcourez donc cette galerie et en chemin, vous allez pouvoir observer quelques caractéristiques bien remarquables de cette peinture de la Renaissance, Renaissance italienne. Tout d'abord, on a quoi? On a le religieux, omniprésent toujours. Hein. On ne s'est pas mis tout d'un coup à chercher des thèmes incroyables. Donc la Renaissance, ça reste du religieux. On voit il y a des vierges, des enfants, des martyrs et des saints. Voilà, c'est quasiment tout ce qui compose tous les tableaux. Ensuite, on a le symétrique. Les vierges sont entourées de saints, de à gauche, de à droite, et ainsi de suite. Ce qui est considéré comme beau à la Renaissance est forcément symétrique. On a également ce réalisme, du moins, je vous vois venir, c'est pas hyper réaliste, mais par rapport aux œuvres du Moyen-Âge qu'on a vu juste avant. Les traits humains sont plus réalistes, ils sont même assez frappants dans certains portraits. Hein. On a aussi le début, on l'a vu, de la 3 dimensions, la représentation en 3D. Chaque scène s'inscrit maintenant dans un espace qui est avec un horizon, bien souvent, un horizon lointain. Et enfin, et peut-être le plus important, on observe le retour en force du classique. On va voir des dieux grecs, des nus classiques, et même des saints chrétiens qui posent un peu comme des statues grecques. Marie devient une Vénus, dont le visage et les gestes incarnent tout ce qu'il y a de bon dans le monde chrétien. La Renaissance, c'est en réalité une renaissance de qui? C'est plus un réveil. On parle là d'un réveil d'une sieste qui a quand même duré quasiment 1000 ans. Parce que, ouais, quand on dit Renaissance, non, c'est pas quelqu'un qui est mort et qui revient. En fait, c'est Rome, tout simplement. La Renaissance, ça signifie le retour du classique, le retour des idées de la Rome antique et de la Grèce antique par la même occasion. Donc, pour fêter un petit peu ce réveil après 1000 ans de chute de l'Empire romain, qu'on n'a pas oublié, hein, pour fêter ça, on redécouvre tout ce qui faisait fureur au temps de Rome. Donc, à savoir l'art emprunté particulièrement au grec, donc le classique. Un millénaire après la chute de Rome, qui avait plongé l'Europe dans les ténèbres du Moyen-Âge, l'idéal grec de la beauté renaît donc en Italie au XVe siècle. Alors pourquoi? Pourquoi pas? La Renaissance fut un boom culturel qui a transformé véritablement la façon dont les gens voyaient la vie. En politique, c'était un retour à d'autres idées. On va parler de démocratie, mais ça viendra, ça viendra. En religion, c'est un éloignement de la domination de l'Église au profit d'une foi qui est un peu plus personnelle et de l'humanisme qui va commencer à faire son apparition. Dans les sciences ou l'éducation, on a aussi un renouveau de l'apprentissage et beaucoup plus de curiosité après des siècles et des siècles de superstition et d'ignorance. En architecture, on a aussi un retour à tout ce qui est antique, les colonnes, les dômes, etc. Et puis dans la peinture, ce qui nous intéresse là dans cette salle, la Renaissance apporte le réalisme, et pour les Italiens, ça se traduit par la maîtrise de la perspective en 3D. En peignant des gens qui sont beaux dans des environnements harmonieux et tridimensionnels, les artistes exprimaient l'optimisme et la confiance de cette nouvelle ère. Vous arrivez maintenant, normalement, sur votre gauche, à plusieurs chefs-d'œuvre qui sont assez faciles à remarquer parce qu'il y a probablement un petit attroupement devant. Chef-d'œuvre d'un certain Léonard, Léonard de Vinci. On va parler de lui. Il arrive, Leonardo. Il y a quand même une tortue ninja qui porte son nom. D'ailleurs, si c'est voilà, vous pouvez faire ça. Hein. Si vous connaissez le nom des tortues ninja, vous savez que ce sont les personnages les plus importants de la Renaissance, hein, Michel-Ange, Leonardo, Raffaello, on en a comme ça. Donc voilà, ouais, notre bon vieux Leonardo, pas la tortue ninja, hein, le peintre, enfin l'artiste, il est ici avec plusieurs tableaux sur la gauche. Et on va particulièrement s'attarder à celui qui est le plus à droite du coup, qui s'appelle La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, qui date de 1503 et qui est donc une œuvre de Léonard de Vinci.
Sur ce tableau, on a 3 générations, la grand-mère, la mère et l'enfant, puisque Sainte Anne est la mère de Marie, et ils sont arrangés en forme de pyramide, avec donc le visage d'Anne au sommet, et puis l'agneau dans le coin inférieur droit. À l'intérieur de cette structure très équilibrée, je vous rappelle qu'on est dans la Renaissance, c'est la symétrie, eh bien Léonard anime les figures. On a les jambes d'Anne qui pointent vers la gauche, on a sa fille Marie qui est assise sur ses genoux et qui tend la main vers la droite, et on a Jésus qui la regarde avec espièglerie et tout en se tournant dans une autre direction. Donc c'est toujours cette espèce de tournant classique, vous souvenez-vous, la Vénus de Milo, qui va un peu dans toutes les directions, qui est une sorte d'opposé harmonieux. Donc c'est très ordonné, c'est un univers qui est géométriquement parfait, pas de doute, c'est du Léonard de Vinci, tout craché. Cette peinture, elle est plutôt joyeuse, elle contient néanmoins un coup de poignard psychologique, puisque le petit Jésus, qui est l'incarnation de l'insouciance enfantine, eh bien, il est en train de jouer innocemment avec un agneau, qui est ni plus ni moins le symbole de son futur sacrifice à venir. Alors le Louvre, vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, vous allez pouvoir vous la péter, parce qu'il possède la plus grande collection de tableaux de Léonard de Vinci du monde. Mais c'est là où vous allez risquer d'être surprise ou surpris. En effet, ça ne représente que, entre guillemets, 5 tableaux. Et oui, il y a 5 tableaux de Léonard de Vinci au Louvre, et c'est la plus grande collection au monde. Il faut dire, assez logiquement, que de Vinci n'a en fait pas été un peintre très prolifique, c'est le cas de le dire. Il n'a peint que 17 tableaux en tout, de sa naissance à sa mort. Je ne vous parle pas du mois de février 1502. Non, en tout, dans toute sa vie, il a peint 17 tableaux, Léonard de Vinci. Et ouais, Leonardo, on a l'impression qu'il a fait 18 000 œuvres, mais pas du tout. Donc, vous avez également les œuvres voisines de celles que l'on vient de voir, la Vierge au Rocher ou encore Saint Jean-Baptiste. Donc, c'est toujours des œuvres religieuses. On est dans la Renaissance. Et Léonard était l'homme de la Renaissance par excellence. C'était un musicien, un sculpteur, un ingénieur, un scientifique et donc parfois, rarement, mais parfois un peintre. Il combinait toutes ses connaissances dans tous ces domaines pour créer une sorte de beauté. C'est vraiment l'homme de la Renaissance. Il peut être largement considéré comme l'un des plus grands esprits ayant existé, ou du moins ayant été découverts. Donc juste après la haute porte en bois, regardez ces grosses portes là, qui va amener ça? C'est énorme. Et qui marque donc l'entrée d'une salle qu'on va voir juste après. Oui, il y a la Joconde dedans. Vous trouverez une des œuvres les plus célèbres de Raphaël, une autre tortue ninja, Raffaello. Raphaël, on va particulièrement s'intéresser à son tableau La Belle Jardinière, en salle 712. Si vous avez résisté aux sirènes de la Joconde, bah bravo, déjà je vous félicite, c'est assez rare. En général, on est happé comme dans un trou noir. Raphaël, il a perfectionné le style initié par Léonard de Vinci. Et cette composition de La Belle Jardinière, qui réunit la Vierge, l'Enfant et Jean-Baptiste, adopte également une structure pyramidale, qui est donc très inspirée de Vinci, empreinte également de grâce et de la beauté délicate propre à la Renaissance. On a Marie, qui est une montagne de tendresse maternelle, et qui d'ailleurs c'est elle, la belle jardinière, qui observe son fils, donc Jésus, d'un regard complice, tout en tenant sa main dans un geste d'union. Jésus est debout dans une pose contrapposto, je vous rappelle, qui évoque une petite statue grecque, un peu potelée, qui lève les yeux avec innocence vers sa maman. Le jeune Jean-Baptiste, agenouillé avec affection aux pieds de Jésus, il tient une croix qui évoque le futur sacrifice, encore une fois, de son camarade de jeu. De toute façon, Jésus, quand il est représenté en général, il y a toujours un truc qui annonce des temps sombres. L'interaction entre les gestes et les regards confère à ce vrai chef-d'œuvre une intimité, une cohérence qui est unique. Tandis que les coups de pinceau qui font la caractéristique des œuvres de Raphaël enveloppent l'œuvre d'une douceur assez particulière. Avec Raphaël, en fait, Raffaello, l'idéal grec de beauté, qui est ressuscité à la Renaissance, a atteint ici son apogée. Son travail a tant inspiré les imitateurs qu'on en a produit des milliers, des vierges fades et souvent génériques, qu'on a parfois tendance du coup à sous-estimer le travail de Raphaël lui-même. Ne le faites pas, ceci est l'authentique chef-d'œuvre. Voilà, La Belle Jardinière, c'est vraiment l'inspiration de tous les tableaux qui viendront après et qui prennent pour thème Marie plus ou moins. Il est donc temps de rendre
visite à celui que vous attendez tous, le plus célèbre tableau du monde, hein, très probablement la Joconde, qui se trouve donc à quelques pas derrière les immenses portes en bois, là, on ne sait pas qui les a amenés là, ça a dû être une galère pour les monter. C'est la salle numéro 711. Toutefois, n'hésitez quand même pas à revenir, enfin plutôt à rester dans la grande galerie avant de vous y rendre, parce que justement, c'est assez peu probable que vous y reveniez tout de suite. En fait, il y a un cheminement après la salle du Louvre, vous allez sortir de l'autre côté. La Joconde, les amis, on va enfin parler de la Joconde. Je vais boire un petit coup avant, là, parce que... Oui, déjà 1 heure qu'on est ensemble, hein. Tant qu'on est ensemble, je pense qu'il n'y a plus personne. Mais... Voilà donc la Joconde. Eh oui, elle trône seule, derrière une vitre, sur un mur isolé, indifférente à cette foule fébrile qui est armée de son smartphone. Chaque année, on a presque 10 millions de personnes qui viennent admirer cette peinture qui est de loin la plus célèbre au monde, hein. D'ailleurs, vous n'êtes probablement pas tout seul si vous êtes dans la pièce actuellement, ou alors que si vous avez vraiment beaucoup de chance ou beaucoup de relations. À vous de choisir donc votre stratégie, vous pouvez rester en périphérie pour la contempler de loin, ou alors patienter calmement pour atteindre le premier rang. Donc, sachez que si vous avancez en périphérie et que vous voulez faire le petit malin, la petite maline et vous mettre sur le côté, bah, vous allez être chassé. Et ouais, ils vont vous dire d'avancer. Pourquoi la Joconde est aussi célèbre, hein? Je vous pose la question, pourquoi? Oui, c'est parce qu'elle en fait, elle a été volée. C'est principalement le vol de la Joconde. Alors, c'était déjà un tableau quand même qui était connu, hein, c'est un tableau de Vinci. Mais le vol de la Joconde en 1911, avant de réapparaître à Florence en Italie 2 ans plus tard, c'est vraiment cet événement qui scellera définitivement la légende de ce tableau. Léonard de Vinci, c'était déjà un vieil homme lorsque François Ier, roi de France, l'invite dans le royaume. Il est déterminé à voyager léger, il prend son petit bagage cabine, quoi. Il emporte avec lui seulement quelques peintures. Vous allez me dire, effectivement, on vient de voir, il n'y en avait pas beaucoup de toute façon à proposer. Parmi ces peintures, il y a un portrait de Lisa del Giocondo, qui date de 1503, qui est l'épouse probablement d'un riche marchand florentin, dont on ne sait finalement pas grand-chose. Dès son arrivée, François tombe sous le charme du tableau, François Ier. Il en fait le joyau de la petite collection de ses chefs-d'œuvre italiens, qui deviendra 3 siècles plus tard le musée dans lequel vous vous trouvez. Il surnomme le tableau la Gioconda, donc en français la Joconde, un jeu de mots qui porte sur son nom, évidemment, et aussi sur le mot italien qui signifie joyeuse. Nous, on la connaît aussi sous le nom de Mona Lisa, qui est la contraction italienne qui signifie Madame Lisa. Alors, vous pouvez être peut-être un peu déçu par la Joconde. Et je vous en veux pas. Elle est relativement plus petite que ce à quoi on s'attend. Elle est assez sombre. Elle est perdue dans une grande salle avec une vitre qui reflète un peu la lumière. Souvent, vous la voyez de loin, vous ne voyez pas bien. Alors, pourquoi tant d'engouement? Regardons d'un peu plus près. Comme avec toute personne que vous aimez, il faut l'accepter pour ce qu'elle est et non pour ce que vous aimeriez qu'elle soit. Le célèbre sourire, c'est évidemment ce que vous regardez, ce qui attire en premier. Leonardo a utilisé une technique qui s'appelle le sfumato, qui estompe les contours pour donner à son sourire une espèce de mystère indéfinissable. On ne sait pas vraiment où sont les coins de la bouche, on ne sait pas vraiment si elle est heureuse, si elle est triste, si elle est tendre, si elle fait un sourire forcé un peu. Chaque visiteur y voit quelque chose de différent et il projette son propre état d'esprit sur ce visage énigmatique. La Mona Lisa, c'est un peu comme une tache d'encre de Rorschach, vous savez, là. Et vous, qu'est-ce que vous voyez dans cette tache? Donc, il faut regarder au-delà du sourire. On va regarder les yeux qui semblent vous suivre. Et la légende dit vrai. Mais en réalité, cette impression, elle se retrouve dans de très nombreux portraits, hein. Pas que la Joconde. Et on va finalement découvrir certains éléments subtils de la Renaissance qui rendent ce tableau si particulier. Le corps de Lisa est étonnamment massif et sculptural, hein, pour une femme de son époque. C'est une pyramide parfaitement équilibrée. On a l'impression qu'elle est costaud, qu'elle a été à la muscu. Et légèrement tournée pour révéler tout le volume de ce corps. Son bras repose délicatement sur la coudoir d'une chaise, presque au niveau du cadre. On a un peu l'impression qu'elle est assise à une fenêtre et qu'elle nous regarde. Et puis les plis de ses manches et de ses mains, qui sont croisés, sont d'un réalisme remarquable, hein. Observez bien attentivement et vous allez voir ce réalisme qui est extraordinaire et qui évoque un peu la détente. Elle est comme ça, tranquillou. Le paysage est typique des œuvres de Léonard, avec un horizon qui devient de plus en plus flou et qui ajoute de la profondeur. C'est aussi un des grands marqueurs de la Renaissance. Donc si ce portrait est généralement accepté, hein, on l'a dit, comme celui de Lisa del Giocondo,
Il y a quand même certaines hypothèses qui suggèrent d'autres identités. Il y a eu plein de complots autour de la Joconde, évidemment, et d'autres identités parmi lesquelles peut-être Léonard lui-même. Ou alors que ce soit une mère, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'avoir un enfant. En fait, on a fait des scans infrarouges au temps moderne, et les scans infrarouges du tableau ont révélé un voile à peine visible sur sa robe, ce qui pourrait indiquer, selon les coutumes de l'époque du XVIe siècle, qu'elle venait d'avoir un enfant. Donc peut-être c'était pour ça la peinture. En fait, on ne sait pas trop, hein. C'est quand même ça qu'il faut retenir. On ne sait pas trop, c'est que des hypothèses. L'ensemble, en tout cas, dégage un sentiment d'équilibre et de sérénité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec une petite touche de mystère. Le sourire de Mona et puis sa beauté distante sont subtils, insaisissables. C'est un peu comme une mélodie lointaine qui va vous intriguer. En fait, la Joconde ne vous éblouit pas, mais elle vous interpelle. Allez, avant de quitter Mona Lisa, surtout ne partez pas tête baissée vers la sortie. Prenez du recul, observez la scène et ne faites pas l'erreur de quitter la salle sans vous retourner. Sur le mur opposé, on a un immense tableau de Véronèse, Paolo Véronèse, Les Noces de Cana. Donc les Noces de Cana, c'est une immense toile. Il faut prendre assez de recul d'ailleurs pour la remarquer, et souvent vous êtes happé par la Joconde et vous ne la voyez pas, elle se trouve derrière vous. Et puis soudain, hop, vous êtes happé dedans. Bienvenue dans l'exotisme puissant de la Sérénissime Venise. Voici l'amour de la Renaissance pour les belles choses porté à son paroxysme. Les artistes vénitiens comme Véronèse évidemment, peignaient la belle vie des riches marchands insouciants de Venise. Dans un cadre spacieux d'architecture Renaissance, vous voyez, ça a l'air très beau là où ils sont, hein, on a des seigneurs et des dames qui sont vêtus de leurs plus beaux vêtements et qui font une grande fête autour d'une table garnie de plein de nourriture et de boissons, tandis qu'il y a un groupe, un orchestre qui entretient l'ambiance. Ce sont des noces, c'est un mariage. Il y a le DJ, vous êtes chaud ce soir, et c'est représenté là par un orchestre, mais on est un peu là-dedans, en mode fiesta, quoi. Il y a des serviteurs qui s'affairent un peu de partout, il y a des bouffons qui amusent la galerie, et puis il y a des animaux qui se baladent. Vous pouvez notamment remarquer un perroquet, qui est le symbole du grand mélange qui règne à Venise à cette époque. Et puis dans le coin supérieur gauche, on a un chien et son maître qui observent la scène. C'est assez étonnant. Au premier plan, à droite, on a un bonhomme en jaune qui verse du vin dans une cruche, et puis l'homme en blanc qui goûte le vin, comme un peu un goûteur, quoi, qui dit tiens, ça c'est un bon cru, ça c'est quel cépage. Donc c'est vraiment une fête, hein. À proximité, il y a un chat qui affronte une tête de lion sur un vase. Donc on est vraiment dans quelque chose de voilà, plein d'exubérance, plein de motifs. Mais au milieu du tableau, il y a un convive qui nous regarde et qui a l'air, on va pas se mentir, un peu moins fun, un peu moins dans l'ambiance que les autres. Il nous regarde, nous les spectateurs, c'est d'ailleurs le seul qui nous regarde, droit dans les yeux. C'est Jésus. Eh oui, parce que croyez-le ou non, ce tableau, c'est une œuvre religieuse, comme tous les tableaux de la Renaissance. Il représente la célébration de noces où Jésus a transformé l'eau en vin. Et voilà donc Jésus parfaitement centré au milieu de 130 personnages joyeux qui semblent se demander si finalement le vin c'était une si bonne idée vu comment la fête dégénère, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre du champomis? On ne sait pas. Avec l'optimisme propre à la Renaissance, les Vénitiens ont imaginé le Christ comme une sorte de fêtard. Les Vénitiens, c'était un peuple à la base de fermiers qui s'étaient réfugiés sur leur lagune et convertis en pêcheurs et en marins pour fuir les barbares du temps des invasions barbares. Ils découvrent alors, en se faisant, leur vraie vocation. Et ils deviendront des marchands immensément riches qui vont régner sur la Méditerranée. Tout au long de leur histoire, ils vont néanmoins tenter d'acheter leur légitimité. Et pour ce faire, à l'époque, il n'y a que la religion. Toutefois, les Vénitiens ne perdront jamais ce style unique et propre à ceux qui sont d'abord des marchands avant d'être des croyants. Donc des bourgeois avant d'être des religieux. Et maintenant, regardez un peu le groupe. Il est évidemment intéressant. On connaît l'anecdote, et en tout cas elle est très connue. Ce groupe de musiciens, il représente en rouge Titien, le grand peintre Titien, et qui lui aussi est vénitien. Et puis en blanc, le maître de cérémonie Véronèse, qui est donc l'artiste qui a peint cette œuvre majeure. Voilà, vous pouvez désormais sortir derrière la Joconde pour entrer dans la salle 701. La salle des romantiques se trouve alors sur votre gauche et la salle des néoclassiques sur votre droite. Et on va commencer par la droite dans la salle
néoclassique qui est la salle 702. Vous allez pouvoir contempler la plus grande toile du Louvre parce que oui, les Noces de Cana n'étaient pas la plus grande toile. Il y en a une autre plus monumentale encore et c'est évidemment le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David. On y va tout de suite. Je bois un coup encore. Je sais que vous en foutez, mais... Bon, voulez-vous que je parle pendant 1h10 sans boire? Sacre de Napoléon. Nous y voici, les amis. Donc, en 1805, ce grand tableau, immense tableau, où Napoléon brandit une couronne impériale. Ce fils d'immigrés italiens né en Corse, de conditions relativement modestes, c'est quand même des bourgeois, mais bon, t'es loin de la grande noblesse, hein. Il s'apprête à devenir, sur ce tableau, l'empereur d'une nouvelle Rome. Il veut refaire un empire, et évidemment, je vous rappelle qu'on est toujours quasiment dans les résidus de la Renaissance. Donc, ce qui compte, c'est de renaître et de faire renaître les idées antiques. Ce qu'on va vouloir reproduire, c'est la grandeur de Rome. Donc lui, il veut se faire empereur de cette nouvelle Rome. Il vient de couronner sa femme, Joséphine, qui est juste là, qui est impératrice, qui s'agenouille à ses pieds. Et puis derrière Napoléon, assis, on a le pape qui est venu de Rome pour poser la couronne sur la tête de l'empereur. Mais Napoléon, il en a rien à secouer, il considère que personne n'est digne de cette tâche, il écarte le pape, il s'empare de la couronne, il la soulève bien haut pour que tout le monde la voie, et puis il se couronne lui-même, parce qu'on n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même. Le pape, évidemment, lui, il se dit, bon, là, il n'est pas ravi, quoi. Après que les Français ont décapité leur roi, pendant la Révolution, je vous apprends rien, la jeune démocratie française s'est rapidement embourbée dans le chaos. Le pays a été alors uni par un général charismatique et impétueux, Napoléon Bonaparte. C'est un conquérant hors pair, Napoléon, on ne peut pas enlever ça, il gardait les pieds sur terre, il avait les yeux sur l'horizon, et il s'est fait proclamer empereur, sur un malentendu. David, qui est le peintre officiel de Napoléon, a immortalisé donc cet événement. La femme rayonnante au centre de la galerie à l'arrière, en réalité, elle n'est pas présente pendant l'événement historique. C'est la mère de Napoléon qui n'avait pas pu assister à la cérémonie. Mais l'empereur insista pour que David la peigne quand même dans la scène. Alors si vous voulez savoir qui est qui, il y a une légende sur le cadre qui identifie les personnages du tableau. Le couronnement, il a eu lieu à Notre-Dame de Paris, mais à l'époque, Notre-Dame avait vraiment une sale gueule, faut le dire, elle était un peu en ruine. Et donc, ce n'était pas vraiment du goût de Napoléon, qui voulait un cadre opulent. Donc, il a fait redécorer, évidemment, sur le thème des splendeurs de la Grèce et de la Rome antique. Les décorateurs ont donc ajouté des colonnes grecques et des arches romaines qui... c'était juste un décor, voilà. La statue de la Pietà, qui est visible sur le bord à droite du tableau, regardez, se trouve toujours à Notre-Dame aujourd'hui. Jacques-Louis David, c'est le peintre et le propagandiste officiel de Napoléon. Il coordonne les couleurs des costumes et des drapeaux pour toutes les cérémonies publiques où apparaît Napoléon. On peut chercher son autoportrait dans le tableau, à ce David. Il est au deuxième balcon, juste au-dessus de la couronne de Napoléon, derrière un pompon. Le style néoclassique de David a influencé la mode française. Vous pouvez observer par exemple son portrait de Madame Juliette Récamier, juste derrière vous, sur le mur opposé, qui montre une Parisienne moderne vêtue à l'antique et allongée sur un sofa romain. À proximité, on a des tableaux comme le Serment des Horaces, qui sont aussi d'excellents exemples du néoclassicisme, avec des sujets grecs et un sentiment patriotique exacerbé, avec également un style épuré et élégant. En tout cas, on peut le trouver élégant. Bien, quand vous avez fini d'admirer le sacre de Napoléon, il y a de quoi faire, c'est vraiment grand. Vous pouvez retourner sur vos pas, revenir de là où vous venez, et puis vous diriger vers la salle des Romantiques, c'est la salle numéro 700. Sur le chemin, vous pouvez vous arrêter devant la grande odalisque de Ingres, qui est une œuvre quand même assez remarquable. Donc la grande odalisque, elle date de 1814. C'est une œuvre de Jean-Auguste Dominique Ingres. Vous pouvez prendre en fait dans votre tête la Vénus de Milo, vous la faites pivoter, vous l'allongez, vous lui ajoutez une pipe orientale, je sais que ça fait beaucoup, mais... Et là, vous avez la grande odalisque. Voilà, bon, c'est un peu simpliste, mais en gros, vous comprenez l'idée. Les lignes sont nettes, sculpturales. Ingres exagère cette courbe en S d'un nu grec debout pour créer une sensualité étendue. Comme dans la Vénus de Milo, les plis rugueux du tissu accentuent la douceur de la peau de cette femme. Ingres a également donné à son visage une touche d'idéalisation inspirée de la Vénus, transformant la nature pour l'embellir.
Comparez les couleurs froides de ce nu avec les teintes dorées des figures féminines de Titien, par exemple. Ingres immortalise le dos de Vénus pour la postérité. Peut-être devrions-nous dire pour la postériorité. Jeu de mots. Vous allez vous dire, il s'arrête tout le temps. Mais oui, je bois, je bois. Entrez dans la salle 700, maintenant juste en face de vous. C'est le temple du romantisme français. On va s'attarder sur deux tableaux qui sont les plus connus de cette salle. On va commencer par le radeau de la Méduse de Théodore Géricault. Je vous rappelle qu'on est en salle 700. Dans la guerre artistique entre le cœur et l'esprit, si vous voulez, le style du cœur s'appelle le romantisme. Il est axé sur le mouvement et l'émotion et représente l'antithèse du néoclassicisme équilibré et mesuré, bien que les deux styles aient coexisté au début des années 1800. Et quel meilleur cadre pour une œuvre poignante qu'un naufrage. Accroché à un radeau, on voit des corps désespérés qui s'entrelacent dans un espèce de chaos un peu fou. La scène, elle est agitée, empreinte d'un mouvement sinistre. On a des muscles tendus, des nuages tourmentés, c'est une tempête, la mer est déchaînée. À droite, on a même un cadavre qui commence à être un peu verdâtre, qui pend hors du radeau. Ouais, c'est un peu dégueulasse, on peut le dire. Le visage de l'homme à gauche, qui tient un corps sans vie, exprime un peu ce qu'on ressent, c'est-à-dire le désespoir de ces gens qui auraient passé des semaines à la dérive au milieu de nulle part. Cette peinture, en réalité, elle s'inspire, on le sait, pas souvent, mais d'un naufrage réel, celui du navire de la Méduse, qui est un navire qui a échoué au large de l'Afrique en 1816. Environ 150 personnes ont été entassées sur un radeau suite au naufrage, et après 12 jours en pleine mer, confrontés donc, je vous laisse imaginer, à la faim, aux privations et même au cannibalisme, parce qu'il fallait bien survivre, eh bien on retrouve 15 personnes seulement qui ont survécu. Ce récit est évidemment taillé sur mesure pour un peintre qui est désireux de choquer et d'émouvoir le public. Ce peintre, c'est le jeune Géricault à l'époque, qui interroge des survivants et qui affine son art en esquissant des cadavres à la morgue et des visages torturés dans des asiles pour capturer l'instant où l'espoir s'évanouit. Il fait vraiment des recherches pour ce tableau, un peu comme une œuvre de cinéma, où il va vraiment s'informer. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Attendez, regardez bien le tableau encore une fois, quelque chose bouge dans la foule. Les corps se redressent, ils forment une pyramide d'espoir, ils culminent dans le geste frénétique d'un drapeau qui est agité, voilà. Et ils signalent en fait désespérément à un tout petit navire, regardez, à l'horizon, leur dernier espoir. Dernier espoir qui finira par les sauver. Géricault utilise des mouvements ondulants et des couleurs puissantes pour nous emporter dans cette scène qui est assez palpitante pour moi. C'est l'un des plus beaux tableaux du Louvre. Juste à côté, on a un autre tableau célèbre, La liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix. Alors on est là un peu plus tard, en 1830. Le roi Charles X vient d'imposer un retour à la monarchie absolue, parce qu'il est un peu con, et ses sujets, ils sont furieux. Là, il y en a marre. Ça fait 40 ans qu'on est dans le bordel, il y en a marre. Les Parisiens descendent dans la rue, une fois de plus, pour combattre les oppresseurs royalistes. Le peuple triomphe lors d'une deuxième révolution, qui est tout aussi importante que la première, qui dure 3 jours, et qui remplace le roi par Louis-Philippe, qui va accepter de régner sous une constitution moderne. Ça rend en gros la fin de la monarchie. Dans cette scène, on voit un homme robuste qui brandit une épée. Sur la gauche, on a aussi un intellectuel coiffé d'un haut de forme qui tient un fusil. Et puis on a un garçonnet qui brandit des pistolets. Je ne sais pas s'il faut vraiment laisser faire ça aux enfants, mais bon. Entre eux, on a quelqu'un qui mène la charge à travers la fumée et au-dessus des morts et des mourants. Et c'est une figure allégorique, c'est la liberté, cette fameuse liberté. Une femme forte qui agite le drapeau tricolore français. Ce symbole de victoire vous semble peut-être familier. Ouais, c'est la victoire de Samothrace, ni plus ni moins, sans ses ailes, et ici, sans le haut de sa robe, parce que l'époque a un peu changé. Pour émouvoir, Delacroix, le peintre, utilise 3 couleurs dominantes, le rouge, le blanc et le bleu, du drapeau français. La France, symbole de la démocratie moderne, a toujours inspiré la passion pour la liberté. Et à cette époque, c'était vraiment vrai. Certes, les Français ne furent pas les premiers à adopter la démocratie moderne, et ils ne sont peut-être pas l'exemple parfait de sa mise en œuvre. Mais ils ont lutté probablement plus durement pour l'obtenir que toute autre nation.
À peine un roi ou un dictateur était renversé qu'un autre prenait sa place, en gros. Ce symbole de liberté, c'est un hommage parfait au Louvre lui-même, premier musée au monde à avoir ses portes à tout le monde, au peuple. La meilleure chose de la vie, c'est pas pour les élites, c'est pour tout le monde. Ok? Donc c'est ça le symbole de la devise révolutionnaire. Liberté, égalité, fraternité. Et nous faites pas chier peut-être aussi. Ok, sortez de la salle par là, où se trouve le café tout au bout. Vous voyez des escaliers, vous pouvez les descendre. Et là, vous allez tomber nez à nez avec des gens à poil, et ouais, qui semblent avoir dormi bien longtemps d'ailleurs. Et moi je vais boire, vous connaissez la chanson. Ok, voilà les esclaves de Michel-Ange. Ben oui, on va parler de la Renaissance, vous vous doutiez bien, on avait quand même parlé de Michelangelo, le chef des Tortues Ninja. Là on est en salle 403. Donc ces deux statues des esclaves, elles font le lien entre les mondes antiques et modernes. Michel-Ange, comme tous ses contemporains de la Renaissance, hein, il va s'inspirer des Grecs. Avec Léonard de Vinci, vraiment Michel-Ange, c'est le héros artistique de cette période et il va rester le plus grand sculpteur de tous les temps, hein, encore jusqu'à aujourd'hui. L'anatomie est parfaite, les poses dynamiques et les visages idéalisés semblent tout droit sortir d'un passé qui est vieux de 2000 ans et de fouilles qu'on aurait fait sur une cité antique et disparu. Mais non, ça date bel et bien des années de la Renaissance. L'esclave mourant, qui est aussi appelé esclave endormi, lui, il se tord mollement contre ses liens, avec sa peau qui est toute lisse. On peut comparer les détails finement polis de son bras gauche, avec ses muscles saillants, avec les contours esquissés de son visage et de son cou. Chez Michel-Ange, en fait, et c'est d'ailleurs sa force, le corps parle. Ce nu est probablement, d'ailleurs, son œuvre la plus sensuelle qui ait créé ce véritable génie de l'anatomie. Dites-vous que c'est du marbre, hein. On va y revenir, mais dites-vous que là, c'est le simple chef-d'œuvre, c'est le fait que vous arriviez à reconnaître quelque chose. Déjà, ça, c'est un chef-d'œuvre. Le deuxième esclave, c'est l'esclave rebelle. Lui, on voit que pour sa part, il est en lutte contre ses chaînes. Il n'a pas envie d'être esclave. Ses épaules, elles pivotent dans une direction, sa tête et sa jambe, elles vont dans l'autre. Il regarde vers le haut, il est tendu dans un effort pour se libérer. Il semble même presque vouloir s'extraire finalement du marbre qui le constitue. Alors Michel-Ange, il disait, d'après quelques témoignages qu'on peut avoir de lui, que son objectif, c'était de sculpter pour libérer les figures que Dieu avait placées dans la pierre. Ouais, on peut voir, c'est un peu illuminé. Mais cet esclave, en tout cas, incarne l'agonie de ce processus et l'extase de son résultat. Le marbre, je vous le disais, c'est une matière complexe qui s'effrite très facilement, dans laquelle il est très compliqué de réaliser des espaces. L'espace entre les doigts des mains des esclaves est déjà une prouesse phénoménale, hein. Les trous, tout simplement, les trous, il n'y a plus de matière. Lorsqu'une sculpture est presque terminée, il suffit d'un mauvais geste pour la fissurer de haut en bas et la briser. Alors maintenant, imaginez, on vous amène un bloc de marbre rectangulaire, massif, de plusieurs tonnes, qui fait 3 mètres de haut. Et puis on vous tend un petit marteau et un pic, et on vous dit « Fais en moi une sculpture torturée qui se tortille pour se détacher de ses liens, une figure qui soit aussi réaliste que la réalité. » Bienvenue dans la peau de Michel-Ange. C'est un des génies artistiques de l'histoire, ni plus ni moins. Toujours dans cette même salle où vous vous trouvez, qui est la salle du manège, où Napoléon III prenait ses petites leçons d'équitation, monsieur, eh bien, vous pouvez admirer notamment les chapiteaux des colonnes, hein, qui sont ornés de têtes d'animaux. Dirigez-vous maintenant vers le fond. On va ici trouver la dernière œuvre de notre tour, qui est Psyché, ranimée par le baiser de l'amour, de Antonio Canova. On est toujours en salle 403. Et on va donc célébrer l'amour avec cette œuvre magistrale et ultime. Et quoi de mieux pour cela donc, que ce travail de Antonio Canova, sculpteur italien originaire de Venise, la ville des amoureux par excellence. Canova, c'est le maître du marbre. Il incarne l'élégance et la délicatesse à travers son art. Il est évidemment marqué par l'influence de Michel-Ange, qu'on vient de voir, et par le mouvement du néoclassicisme. Il cherche notamment la perfection des formes. Il travaille un marbre qu'il veut pur, lisse, avec une beauté immaculée. Ça, vous l'avez sûrement remarqué si vous avez l'œuvre sous les yeux. L'œuvre qu'on admire aujourd'hui, elle raconte une histoire d'amour intemporelle. C'est celle de Psyché et de Cupidon. Psyché, c'est une jeune femme d'une beauté exceptionnelle qui éveille la jalousie de Vénus, qui ordonne à son fils, Cupidon, puisque Vénus est la mère de Cupidon,
de la faire tomber amoureuse de l'homme le plus laid du monde. Voilà, Vénus elle est comme ça, elle est jalouse. Mais Cupidon va être charmé par Psyché. Il va donc en tomber lui-même amoureux et l'installer dans un palais enchanté, lui rendant ainsi visite chaque nuit, tout en lui interdisant de voir son visage. Poussée par la curiosité, néanmoins, Psyché allume une lampe pour découvrir Cupidon et par accident, elle le blesse. Déçu de cette attitude, Cupidon s'éloigne. Désespéré, Psyché part alors à sa recherche et affronte 4 épreuves qui sont imposées par Vénus. Oui, on est dans la mythologie, ce serait pas drôle s'il n'y avait pas quelques petites épreuves. Et lors de la dernière épreuve, la plus dure évidemment, elle ouvre un vase qui contient l'eau du fleuve des morts et contre toute interdiction donc, et elle sombre dans un sommeil profond et mortel évidemment, en même temps c'est l'eau du fleuve des morts. Cupidon, bouleversé par sa perte, sauve Psyché grâce à l'une de ses flèches magiques. Et c'est ce moment précis d'émotion que Canova immortalise dans cette sculpture. Approchez-vous, contemplez l'œuvre sous tous les angles. D'ailleurs, vous voyez, il y a une poignée en bronze que vous pouvez apercevoir et qui était conçue pour permettre à la sculpture de tourner pour en voir ainsi chaque détail. On peut voir les flèches de Cupidon, la fameuse flèche par laquelle il sauve Psyché. On a aussi le vase qui s'incline et qui contient l'eau du fleuve des morts. Et surtout, on a les corps enlacés dans une parfaite harmonie. Au-delà de l'histoire, c'est surtout la technique de Canova qui est remarquable ici, parce que la position des 2 corps, elle est si naturelle et si fluide, elle dissimule un travail qui est énorme, un travail de précision qui est colossal. La composition pyramidale, type Renaissance, apporte stabilité grâce à la disposition des pieds, tandis que les mouvements des bras créent une rotation qui anime le marbre. Je vous rappelle que c'est du marbre, ce que vous regardez. C'est de la pierre. L'œil est guidé inexorablement vers les lèvres des 2 protagonistes, qui est le point culminant de cette pyramide, où le baiser imminent symbolise l'intensité de leur amour. Cette œuvre, c'est un peu plus qu'une simple sculpture, elle incarne l'âme humaine qui est rendue immortelle par un amour divin. Dès sa création, d'ailleurs, elle a connu un succès phénoménal, au point d'inspirer une peinture de Hamilton, qui est devenue célèbre, où on voit Canova lui-même dans son atelier en plein travail sur cette pièce. Si ça, c'est pas une mise en abîme, c'est un peu Inception, ça. Donc voilà, c'est la fin de notre visite. Eh oui, en même temps, ça fait 1h30. Donc chapeau, si vous avez regardé jusqu'ici, j'espère quand même que ça vous a plu. Vous avez vu l'essentiel du Louvre, vous avez marché dans les pas des rois de France. Inutile de vous le dire, il reste encore tant à découvrir dans ce qui est certainement la plus belle maison des arts dans le monde. Tout simplement, quelle chance vous avez d'être là. Si vous souhaitez découvrir d'autres choses, je ferai peut-être d'autres vidéos sur le Louvre, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous aurez un guide qui s'appelle mon guide privé de Paris, qui sera peut-être plus digeste que ce long podcast YouTube et qui va sortir bientôt. Le lien sera dans la description. Je ferai d'autres vidéos sur ce guide sur ma chaîne et je ferai évidemment d'autres visites diverses et variées à venir, peut-être un peu moins longues quand même. Parce que là, vraiment, hop, je vais reboire un coup. Vraiment, j'en peux plus. C'était Nico, c'était un plaisir. Ciao.